Nous donnons les milliards à Brent, dit papa. Maintenant, dehors. Tu es viré. Je fixais. Alors, vous avez vendu mon code? Maman rit. Nous avons vendu notre entreprise. L'acheteur se leva. En fait. Je m'appelle Laurie Kirk. J'ai 41 ans. Et au pire matin de ma vie, mes propres parents m'ont viré devant une salle pleine d'inconnus. Ils ont vendu l'entreprise que j'avais bâtie de rien et ont donné chaque dernier centime à mon frère cadet, qui n'avait jamais écrit une seule ligne de code de toute sa vie. J'ai grandi à Cedar Falls, dans l'Iowa, dans une modeste maison à 2 étages sur Tmont Street, avec de la peinture écaillée sur les volets et un jardin que ma mère, Dorinda Kirk, entretenait avec une dévotion presque religieuse. Mon père, Gideon Kirk, était un ingénieur mécanique qui travaillait dans une usine de fabrication à environ 40 minutes de la ville. C'était le genre d'homme qui croyait que le travail acharné était sa propre récompense et que se plaindre de quoi que ce soit était un signe de faiblesse. Il ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Pas une seule fois. Ni quand j'ai obtenu mon diplôme de major de promotion au lycée de Cedar Falls. Ni quand j'ai obtenu une bourse complète à l'université de l'Iowa. Ni quand j'ai été accepté au programme d'études supérieures en biologie computationnelle au MIT. Le plus près qu'il en soit venu fut un signe de tête à travers la table du dîner le soir où je lui ai parlé du MIT. Il a regardé ma mère, puis est revenu vers moi et a dit « Eh bien, ne le gâche pas ». Ma mère était différente, mais pas de la manière que l'on aurait pu espérer. Dorinda était chaleureuse et affectueuse, mais seulement envers une personne, et cette personne n'était pas moi. Cette personne était mon frère cadet, Brent. Brent est né quand j'avais 7 ans. Et dès le moment où il est arrivé, enveloppé dans une couverture d'hôpital bleu avec une chevelure foncée fournie, je suis devenu invisible. Je ne dis pas cela pour la sympathie. Je le dis parce que c'est simplement ce qui s'est passé. Dorinda portait Brent partout. Elle lui chantait des chansons. Elle décorait sa chambre avec des étoiles et des planètes. Elle lui préparait ses biscuits préférés tous les dimanches. Quand Brent a commencé l'école, elle s'est portée volontaire dans sa classe. Quand j'ai commencé l'école, elle m'a dit de rentrer seule à la maison parce qu'elle était trop fatiguée. J'ai appris très tôt que l'amour dans ma famille n'était pas divisé équitablement. Il n'était pas divisé du tout. Il était entièrement donné à Brent. Et ce qui restait, ce qui n'était généralement rien, flottait quelque part dans ma direction comme une pensée après coup. J'ai appris à cuisiner à l'âge de 10 ans. Je faisais ma propre lessive à 11 ans. J'ai falsifié mes propres autorisations pour les sorties scolaires parce que mes parents oubliaient de les signer. Rien de tout cela ne m'a brisé. Cela m'a rendue silencieuse. Cela m'a rendue concentrée. Cela a fait de moi le genre de personne qui investissait tout dans les choses que je pouvais contrôler. Et la chose que je pouvais le mieux contrôler était mon esprit. Au MIT, j'ai découvert quelque chose qui a changé la trajectoire de toute ma vie. J'ai trouvé l'intersection de la biologie et des logiciels. L'endroit où le code pouvait simuler le comportement moléculaire, prédire le repliement des protéines et accélérer la découverte de médicaments de plusieurs années. Je n'étais pas seulement bonne dans ce domaine. J'étais extraordinaire. Mon directeur de thèse, une femme nommée Dr. Priya Anand, m'a dit au cours de ma 2e année que mon travail était différent de tout ce qu'elle avait vu en 2 décennies d'enseignement. Elle a dit que j'avais la rare capacité de penser comme une biologiste et de construire comme une ingénieure en même temps. Au moment où j'ai terminé mon doctorat à 27 ans, j'avais déjà écrit les algorithmes fondamentaux d'une plateforme que j'ai appelée Helix Engine. Helix Engine était une plateforme de biologie computationnelle propriétaire qui pouvait modéliser des interactions biochimiques complexes en une fraction du temps nécessaire aux méthodes traditionnelles. Elle pouvait identifier des candidats médicaments viables en semaines au lieu d'années. Elle pouvait simuler les résultats d'essais cliniques avec une précision étonnante. Les entreprises pharmaceutiques paieraient éventuellement des sommes énormes juste pour y exécuter leurs recherches. Mais à ses débuts, j'étais juste moi dans un petit appartement à Cambridge, Massachusetts, écrivant du code sur un ordinateur portable d'occasion jusqu'à 3 heures du matin, mangeant des céréales pour le dîner, et croyant que je construisais quelque chose qui comptait. J'ai fait une erreur en 2013 que je ne comprendrai pleinement que près de 13 ans plus tard. Je suis retourné en Iowa. Mon père avait été licencié de l'usine de fabrication. Ma mère m'a appelé et pour la première fois de ma vie d'adulte, elle a eu l'air d'avoir réellement besoin de moi. Elle a dit qu'ils avaient des difficultés. Elle a dit qu'ils pourraient perdre la maison. Elle a dit, Laurie,
c'est toi l'intelligente. Tu l'as toujours été. Peux-tu rentrer à la maison et nous aider à trouver une solution? Ces mots, tu es l'intelligente, m'ont frappé plus fort que prévu. C'était le compliment le plus proche que ma mère m'ait jamais fait, et je m'y suis accroché comme une personne qui se noie s'accroche à un morceau de bois flotté. J'ai fait mes valises, dit au revoir au docteur Annan, et j'ai roulé 14 heures pour retourner à Cedar Falls avec Helix Engine sur un disque dur dans mon sac à dos. J'ai fait asseoir mes parents à la table de la cuisine et je leur ai expliqué ce que j'avais construit. Je leur ai dit que cela pourrait être le fondement d'une véritable entreprise. Je leur ai dit que l'industrie biotechnologique valait des centaines de milliards de dollars et que le côté computationnel était en pleine explosion. Je leur ai montré des projections. Je leur ai montré l'intérêt précoce de 2 entreprises pharmaceutiques de Boston. Mon père a regardé l'écran pendant longtemps. Puis il a levé les yeux et a dit, « Alors, qu'est-ce que tu as besoin de nous ?» J'avais besoin de capital de démarrage. J'avais besoin d'environ 150 000 $ pour louer des bureaux, embaucher 2 jeunes développeurs et déposer des brevets provisoires. Mes parents avaient des économies et mon père avait un petit héritage de sa propre mère qu'il n'avait jamais touché. Il a accepté de l'investir. Nous avons créé l'entreprise en janvier 2014 sous le nom de Helixan Biotech. Mon père a insisté pour être listé comme cofondateur et président. Ma mère a insisté pour être listée comme cofondatrice et directrice financière. J'ai été listée comme cofondatrice et directrice de la technologie. À l'époque, je n'ai pas discuté. Il apportait l'argent. J'apportais la technologie. Cela semblait assez juste. Mais il y a une chose que j'ai faite et qui allait plus tard tout sauver. Lorsque nous avons créé l'entreprise, j'ai conservé la propriété exclusive de la propriété intellectuelle sous-jacente. Le code source d'Helix Engine, les algorithmes, les modèles computationnels, chaque ligne est restée mienne. J'ai déposé les brevets en mon seul nom. J'ai enregistré les droits d'auteur en mon seul nom. J'ai signé un accord de licence de propriété intellectuelle avec Helixan Biotech qui accordait à l'entreprise le droit d'utiliser Helix Engine. Mais la propriété n'a jamais été transférée. Mon père n'a pas lu les documents attentivement. Ma mère ne les a pas lus du tout. Ils étaient trop concentrés sur le titre de président et le titre de directrice financière. Ils voyaient l'entreprise comme la leur. Je les ai laissés croire cela parce que j'avais besoin de leur investissement et parce qu'une partie brisée de moi voulait toujours qu'ils me voient comme faisant partie de la famille. Brent, pendant ce temps, avait 20 ans et venait d'abandonner le collège communautaire pour la 2e fois. Il vivait au sous-sol de la maison de Tmont Street, jouant à des jeux vidéo et travaillant à temps partiel dans un lave-auto. Mes parents n'ont jamais exprimé la moindre déception à son égard. Quand j'ai laissé tomber une fourchette au dîner un soir, mon père m'a dit que j'étais maladroite et négligente. Quand Brent a percuté une boîte aux lettres avec la voiture familiale après avoir bu, ma mère a dit « Les accidents arrivent, chérie ». C'était le monde dans lequel je vivais. 2 ensembles de règles, 2 enfants différents, l'un aimé, l'autre utile. Les 2 premières années d'Helixan Biotech ont été brutales, belles et entièrement dépendantes de moi. Je travaillais 16 heures par jour dans un bureau loué au-dessus d'une quincaillerie sur Main Street à Cedar Falls. Le bureau n'avait pas de climatisation, un toit qui fuyait, et exactement 3 bureaux. Je m'asseyais à l'un. Les 2 jeunes développeurs que j'avais embauchés, une jeune femme brillante nommée Tanson Okwa et un homme discret et intense nommé Declan Marsh, s'asseyaient aux 2 autres. Ensemble, nous 3 avons construit la version commerciale d'Helix Engine à partir de 0. Mon père venait au bureau peut-être 2 fois par semaine. Il se promenait, regardait nos écrans sans comprendre un seul mot de ce qu'il y avait dessus, pas important, puis partait déjeuner. Il passait la plupart de son temps à se présenter comme le président d'une entreprise de biotechnologie à ses amis du Elks Lodge, et à commander des cartes de visite avec des lettres dorées en relief. Ma mère venait une fois par mois pour examiner les comptes, ce qui signifiait qu'elle regardait le solde bancaire, me demandait combien d'argent nous gagnions, puis partait chercher Brent là où Brent devait être récupéré. Tanson et Declan étaient les seules personnes, au cours de ces premières années, à vraiment comprendre ce que nous construisions. Tanson avait une formation en bioinformatique de l'université Howard et un esprit qui se déplaçait à une vitesse que j'avais du mal à suivre. Declan avait abandonné un programme d'informatique à l'Iowa State, mais avait appris plus sur l'apprentissage automatique que la plupart des professeurs n'en savaient. Nous 3 travaillions dans une sorte d'harmonie silencieuse et intense. Nous terminions les pensées des uns et des autres. Nous débuguions le code des uns et des autres.
Nous mangions des pizzas froides à minuit et discutions de l'efficacité des algorithmes jusqu'à ce que nos voix soient rauques. Fin 2015, nous avions un produit commercial fonctionnel. Helix Engine version 2.0 pouvait faire des choses qu'aucune autre plateforme sur le marché ne pouvait faire. Elle pouvait prendre une protéine cible, modéliser ses interactions avec des milliers de molécules candidates simultanément, et les classer par efficacité, toxicité et biodisponibilité prédite, le tout en 72 heures. Le même processus, effectué par des méthodes traditionnelles, prenait aux entreprises pharmaceutiques entre 6 mois et 2 ans. Nous n'étions pas seulement plus rapides. Nous étions un changement de paradigme. J'ai volé à Boston en janvier 2016 avec une démo chargée sur mon ordinateur portable. J'avais obtenu un rendez-vous avec Ridley Pharmaceuticals, une entreprise de développement de médicaments de taille moyenne qui avait du mal à commercialiser un nouveau médicament contre le cancer. J'ai présenté Helix Engine à une salle de 12 cadres. Je leur ai montré une simulation que j'avais exécutée sur leurs données de recherche publiquement disponibles. Je leur ai montré 3 molécules candidates que ma plateforme avait identifiées comme ayant un fort potentiel pour leur cible spécifique. La pièce est restée silencieuse pendant environ 10 secondes après que j'ai terminé. Puis le directeur scientifique, un homme nommé Dr Arlon Foss, s'est levé et a dit « À quelle vitesse pouvons-nous commencer ?» Cet accord valait 2 millions de dollars la première année. Ridley Pharmaceuticals est devenu notre client principal. Et en 6 mois, 3 autres entreprises sont venues frapper à la porte. Fin 2016, Helixen Biotech avait un chiffre d'affaires de 7,4 millions de dollars. Fin 2017, il était de 23 millions de dollars. Fin 2018, il était de 58 millions de dollars. Nous grandissions à un rythme qui a fait que les sociétés de capital risque de San Francisco et de New York ont commencé à appeler le téléphone de mon père. Et mon père, qui ne comprenait toujours pas ce que faisait réellement Helix Engine, adorait chacun de ces appels. Je devrais expliquer ce que mes parents faisaient pendant cette période, car comprendre leur rôle, ou leur absence, est essentiel pour tout ce qui est venu plus tard. Mon père, Gideon, s'occupait de ce qu'il appelait le côté affaires. En pratique, cela signifiait qu'il signait les chèques que je lui disais de signer. Il approuvait les embauches que je recommandais et assistait à des conférences industrielles où il serrait des mains et collectionnait des cartes de visite. Il était charmant à la manière d'un agriculteur de l'Iowa, et les gens l'aimaient bien. Il disait à tous ceux qu'il rencontrait qu'il avait fondé une entreprise de biotechnologie et il le disait avec une telle conviction que la plupart des gens croyaient qu'il en était le cerveau. Il n'a jamais corrigé cette impression. Ma mère, Dorinda, gérait les finances avec l'aide d'un cabinet comptable externe que j'avais insisté pour que nous embauchions. Elle approuvait les notes de frais, examinait les relevés trimestriels et signait les documents fiscaux. Elle était compétente dans ce domaine. Je lui accorde cela. Mais elle traitait aussi le compte bancaire de l'entreprise comme un fonds personnel. Rien qu'en 2017, elle a dépensé 340 000 $ d'argent de l'entreprise pour des choses qui n'avaient rien à voir avec l'activité. Une nouvelle cuisine pour la maison de Tmont Street. Des vacances à Hawaï pour elle et mon père. Un tout nouveau camion pour Brent et un acompte sur un appartement à Des Moines, également pour Brent. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle m'a regardé comme si je l'avais insulté et a dit « C'est une entreprise familiale, Laurie. La famille prend soin de la famille. » Brent, à ce stade, avait obtenu un emploi chez Helixen, mes parents avaient insisté. Son titre était directeur des opérations, un terme tellement absurdement gonflé pour ce qu'il faisait réellement que Tanson s'est un jour étouffé avec son café en le voyant dans l'annuaire de l'entreprise. Brent venait au bureau vers 10h30 la plupart des matins, s'asseyait dans un bureau d'angle que mon père avait aménagé avec une chaise en cuir et une télévision de 70 pouces et regardait du sport. Il ne répondait à aucun email. Il n'assistait à aucune réunion. Il ne contribuait en rien. Il était payé un salaire de 185 000 $ par an, plus des bonus que ma mère approuvait à mon insu. J'ai toléré tout cela parce que l'entreprise grandissait, parce que la technologie fonctionnait, et parce qu'une partie profonde et silencieuse de moi croyait encore que si je faisais juste assez, donnais assez, construisais assez, mes parents me verraient enfin. Je pensais que le succès me gagnerait une place dans la famille. Je pensais que si je les rendais riches, ils m'aimeraient comme ils aimaient Brent. J'avais 35 ans et je courais toujours après l'approbation de personnes qui ne l'avaient jamais donné et n'avaient jamais eu l'intention de le faire. En 2019, quelque chose a changé. Un gigantesque conglomérat pharmaceutique appelé Vidian Biogroup, dont le siège est à Cambridge, Massachusetts, nous a contactés.
Vidian était un géant. Ils avaient une capitalisation boursière de plus de 40 milliards de dollars et un portefeuille de médicaments couvrant l'oncologie, la neurologie et l'immunologie. Leur directrice de la stratégie, une femme nommée Margot Don, s'est rendue personnellement à Cedar Falls pour nous rencontrer. Elle s'est assise dans notre salle de conférence, qui se trouvait alors dans un immeuble de bureaux appropriés que nous avions loué en centre-ville. Et elle nous a dit que Vidian observait Elixen depuis 2 ans. Elle a dit que notre technologie était l'avancée la plus significative en matière de découverte de médicaments par calcul qu'elle ait jamais vu. Elle a dit que Vidian était intéressé par un partenariat. Mon père a failli tomber de sa chaise d'excitation. Il pouvait à peine se contenir pendant la réunion. Il n'arrêtait pas d'interrompre Margot pour parler de sa vision de l'entreprise. Une vision que, pour autant que je puisse en juger, il avait inventée environ 90 secondes plus tôt. Après le départ de Margot, il s'est tourné vers moi et a dit « Ça y est, Laurie. C'est la cour des grands ». Au cours de l'année suivante, nous avons travaillé avec Vidian sur un projet commun. Ils nous ont donné accès à leurs données cliniques pour un programme de maladies neurodégénératives qui était bloqué depuis 3 ans. J'ai mis Tanson et Declan à temps plein sur le projet. En 4 mois, Helix Engine a identifié 2 candidats moléculaires prometteurs qui avaient été manqués par le dépistage traditionnel. Vidian a effectué des tests de laboratoire préliminaires et les 2 candidats ont montré une activité significative contre la cible. Les résultats ont été si solides que Vidian a accéléré le programme vers les essais cliniques de phase 1. Ce projet à lui seul a rapporté 15 millions de dollars à Elixen. Mais plus important encore, il a prouvé quelque chose que toute l'industrie pharmaceutique commençait à réaliser, Helix Engine n'était pas seulement un outil. C'était une révolution, et celui qui le posséderait contrôlerait l'avenir du développement de médicaments. En 2021, Elixen Biotech avait un chiffre d'affaires annuel de 140 millions de dollars. Nous avions 87 employés. Nous avions des clients sur 4 continents. Nous avions été présentés dans Nature, Science et Wired Magazine. Et mes parents, qui avaient contribué un total de 150 000 dollars en capital de démarrage et environ 0 heure de travail technique, siégeaient au sommet de l'entreprise en tant que président et directrice financière, percevant des salaires de 1,2 million de dollars chacun par an. J'étais la directrice de la technologie. Mon salaire était de 400 000 dollars. Je n'ai pas lutté. Je ne me suis jamais battu quand il s'agissait de mes parents. J'ai juste continué à travailler, à construire, à espérer qu'un jour la balance pencherait et qu'ils me regarderaient enfin de la même manière qu'ils regardaient Brent. Le matin du 14 mars 2027 a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis rendu au bureau, me suis garé à ma place habituelle au 3e niveau du garage et ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Elixen Biotech occupait maintenant un bâtiment entier dans le centre-ville de Cedar Falls, une structure de verre et d'acier étincelante que j'avais personnellement aidé à concevoir. Le hall portait le logo Elixen gravé dans le sol, une double hélice entrelacée avec un motif de circuit que j'avais esquissé sur une serviette en 2013. Chaque fois que je le traversais, je ressentais une discrète vague de fierté. Je portais 2 cafés, un pour moi et un pour Tanson, qui était au bureau depuis 5 heures du matin, travaillant sur une mise à niveau de la suite de modélisation prédictive du moteur. Declan était déjà à son bureau, des écouteurs sur les oreilles, plongé dans une session de débogage. Ces 2-là étaient avec moi depuis le début, et ils n'étaient pas seulement des collègues. Ils étaient ceux qui se rapprochaient le plus d'une famille pour moi. Une vraie famille, le genre qui se manifeste, reste et se soucie réellement. J'ai posé le café sur le bureau de Tanson et elle a levé les yeux avec un sourire fatigué. « Tu es en avance, dit-elle. »« Tu es plus en avance, ai-je répondu. » Elle haussa les épaules. « Le nouveau module est presque prêt. Je pense que nous avons résolu le problème de la simulation multicible. » C'était une énorme nouvelle. La simulation de médicaments multicibles, la capacité de modéliser comment un seul composé interagit avec plusieurs cibles biologiques simultanément, était le Graal de la pharmacologie computationnelle. Si nous l'avions résolu, Helix Engine aurait 5 ans d'avance sur tout ce qui existe sur la planète. Je me suis assise pour examiner le code avec Tanson, mais avant que je puisse ouvrir mon terminal, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de mon père. Salle de conférence à 9 heures. Réunion importante. Ne sois pas en retard. J'ai vérifié l'heure. Il était 8h47. J'ai dit à Tanson que je revenais et j'ai marché dans le couloir jusqu'à la salle de conférence A. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis arrêté.
La pièce était pleine. Mon père était assis au bout de la longue table en chêne dans un costume que je n'avais jamais vu auparavant. Bleu marine foncé, parfaitement ajusté. Ma mère était assise à sa droite dans un blazer couleur crème avec des boucles d'oreilles en perles. Brent était assis à la gauche de mon père, également en costume, également neuf, ressemblant à un enfant jouant à se déguiser lors d'une fête d'Halloween d'entreprise. Il avait 34 ans et affichait toujours la même expression vide et autosatisfaite qu'il avait depuis l'enfance. Mais ce sont les autres personnes présentes dans la pièce qui m'ont noué l'estomac. Ils étaient 6, 4 hommes et 2 femmes, tous vêtus de tenues d'affaires coûteuses, tous avec des porte-documents en cuir ouverts devant eux. J'ai reconnu l'un d'eux immédiatement. Son nom était Wendell Crane, et il était le PDG de Meridian Nexus Technology, un conglomérat technologique tentaculaire basé à Austin, Texas. Meridian Nexus avait une capitalisation boursière de plus de 90 milliards de dollars et avait agressivement acquis des entreprises de biotechnologie et de technologie de la santé au cours des 3 dernières années. J'avais vu le visage de Wendell dans Bloomberg, Forbes et sur les panels de toutes les grandes conférences technologiques au cours de la dernière décennie. Assise à côté de Wendell se trouvait une femme que je ne connaissais pas. Grande, aux traits anguleux, avec des cheveux gris acier tirés en un chignon serré. Elle avait la posture et les yeux d'une avocate. À côté d'elle se trouvaient 2 jeunes hommes avec des ordinateurs portables argentés identiques, clairement des analystes financiers ou des associés. Les 2 autres personnes étaient un homme et une femme qui ressemblaient à des avocats d'entreprise seniors. Mon père a fait un geste vers une chaise vide à l'extrémité de la table, pas à côté de lui, pas près du bout. À l'extrémité, comme un invité à un dîner d'une autre personne. « Assieds-toi, Laurie, dit-il. » Sa voix était différente. Elle avait un poids, une formalité, comme s'il avait répété. Je me suis assise. J'ai regardé ma mère. Elle n'a pas rencontré mon regard. J'ai regardé Brent. Il souriait narquoisement. Une courbe minuscule, presque imperceptible, au coin de sa bouche. J'ai regardé les inconnus. Ils me regardaient avec les expressions neutres et entraînées de personnes qui avaient fait ce genre de choses de nombreuses fois auparavant. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. Mon père a redressé sa cravate. « Laurie, voici Wendell Crane, PDG de Meridian Nexus Technology. Et voici son équipe. Ils sont ici parce que nous avons conclu un accord. » « Un accord sur quoi » ai-je dit. « La vente de Helixen Biotech » a dit mon père. Meridian Nexus a accepté d'acquérir cette entreprise pour 3 milliards de dollars. Le chiffre resta suspendu dans l'air comme une détonation. 3 milliards de dollars. J'ai fixé mon père. J'ai fixé ma mère. J'ai regardé Wendell Crane qui était assis calmement, les mains croisées sur la table. Vous vendez l'entreprise, ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'était moi qui essayais de rendre les mots réels dans ma bouche. Nous le faisons, a dit mon père, avec effet immédiat, en attendant la clôture finale qui aura lieu dans 60 jours. Et vous ne me l'avez pas dit, ai-je dit. Vous ne m'avez pas consulté. Vous ne m'avez pas associé à une seule conversation à ce sujet. Ma mère a finalement parlé. Laurie, c'est une décision commerciale. Elle a été prise par la direction de l'entreprise. Je suis la direction de l'entreprise, ai-je dit. Je suis la directrice de la technologie. J'ai construit chaque pièce de technologie que cette entreprise a jamais produite. Vous êtes une employée, a dit mon père. Et la façon dont il l'a dit, platement, définitivement, sans même un soupçon d'inconfort, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur depuis combien de temps il planifiait cela. Dans le cadre de la restructuration pour l'acquisition, a continué mon père, certains postes sont supprimés. Votre poste de directrice de la technologie en fait partie. Vous êtes licencié avec effet immédiat. L'air a quitté la pièce. Ou peut-être a-t-il quitté mes poumons. Je ne savais pas. Je suis resté assise là, regardant un homme qui portait le même nom de famille que moi, qui avait vécu dans la même maison que moi pendant 18 ans, qui m'avait vu grandir d'une enfant à la personne qui l'avait rendu multimillionnaire. Et il me licenciait devant des étrangers dans mon propre bâtiment, dans une salle de conférence que j'avais payée. Vous me licenciez, ai-je dit. Nous restructurons, a corrigé ma mère. L'acheteur a sa propre équipe technologique. Votre position est redondante. Et le produit de la vente, ai-je demandé, ma voix ferme même si mes mains tremblaient sous la table. Mon père a regardé Brent. Il a regardé ma mère.
Puis il m'a regardé et a prononcé les mots que je porterai avec moi jusqu'au jour de ma mort. Nous donnons les milliards à Brent. Il est l'avenir de cette famille. Il gérera le trust familial. Il décidera comment l'argent sera alloué à l'avenir. Je n'ai pas pleuré. Je veux que vous compreniez que je n'ai pas pleuré dans cette salle de conférence parce que pleurer leur aurait donné exactement ce qu'ils attendaient. Cela aurait confirmé l'histoire qu'ils se racontaient à mon sujet depuis des décennies, que j'étais la difficile, la sensible, celle qui rendait toujours les choses compliquées. J'ai refusé de jouer le rôle qu'il m'avait écrit. Au lieu de cela, j'ai regardé mon père avec une immobilité qui semblait le déstabiliser plus que des larmes n'auraient jamais pu le faire. Alors, vous avez vendu mon code, ai-je dit. Ma voix était égale, presque conversationnelle. Ma mère rit. C'était un son sec et dédaigneux. Nous avons vendu notre entreprise, Laurie. Notre entreprise. Celle que ton père et moi avons construite. Je me suis retourné pour la regarder. Vous l'avez construite, ai-je répété. Oui, dit-elle. Nous avons investi le capital. Nous avons pris le risque. Nous avons géré l'entreprise. Tu as écrit un logiciel. C'est ce que font les employés. Brent s'est penché en arrière sur sa chaise. Allez, Laurie. Ne rends pas ça bizarre. C'est une bonne affaire pour tout le monde. Je veillerai à ce que tu reçoives quelque chose. Peut-être 100 000 ou quelque chose pour le bon vieux temps. J'ai regardé mon frère. 100 000 $. Il m'offrait 100 000 $ sur 3 milliards. L'homme qui n'avait jamais gagné un seul dollar par son propre effort, qui avait tout reçu depuis le jour de sa naissance, m'offrait des miettes d'un festin que j'avais cuisiné. Je me suis retourné vers mon père. Les avocats ont-ils examiné les cessions de propriété intellectuelle? Mon père a agité la main. Tout a été examiné. L'accord est conclu, Laurie. Je dois vous demander d'accepter cela avec élégance. J'ai posé une question précise, ai-je dit. J'ai demandé, les avocats ont-ils examiné la propriété intellectuelle de la plateforme Helix Engine? Pour la première fois, quelque chose a vacillé dans les yeux de mon père. C'était bref, à peine une ombre, mais je l'ai saisi. De l'incertitude. L'entreprise est propriétaire de la technologie, a dit ma mère fermement. Nous l'avons construite. Nous l'avons financée. Elle appartient à Helixen. C'est ce que vous croyez, ai-je dit. C'est ce que nous savons, a dit mon père. Je me suis tourné vers Wendell Crane. Il était resté silencieux pendant tout cela, observant avec l'attention calme et prédatrice d'un homme qui avait acquis des dizaines d'entreprises et avait vu toutes sortes de drames familiaux se dérouler autour des tables de conseil d'administration. Je me suis adressé directement à lui. Monsieur Crane, ai-je dit, puis-je vous demander quelque chose? Il a hoché la tête. Bien sûr. Lorsque votre équipe a mené la diligence raisonnable sur cette acquisition, a-t-elle examiné la propriété intellectuelle en détail? Plus précisément, a-t-elle vérifié qui détient les brevets et les droits d'auteur pour la plateforme Helix Engine? La femme aux cheveux gris acier, celle que j'avais devinée être une avocate, s'est agitée sur son siège. Elle a ouvert l'un des dossiers devant elle et a commencé à feuilleter les pages. Wendell l'a regardé, puis est revenu vers moi. Notre diligence raisonnable a été approfondie, a-t-il dit avec prudence. Les vendeurs nous ont assuré que toute la propriété intellectuelle de base appartenait à l'entreprise. Assurance des vendeurs, ai-je répété, ce qui signifie que mes parents vous ont dit qu'ils en étaient propriétaires. Laurie, arrête ça, a dit mon père. Sa voix montait. Tu te ridiculises. Non, ai-je dit. Je me protège pour la première fois de ma vie. Je me protège de vous. J'ai tendu la main vers le sac que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvait un dossier que je portais tous les jours depuis 13 ans. J'avais commencé à le porter après l'incident de 2017, lorsque ma mère avait dépensé 340 000 $ d'argent de l'entreprise pour des dépenses personnelles et que j'avais réalisé pour la première fois que mes parents ne voyaient pas Helixen comme mon entreprise. Ils la voyaient comme leur tirelire. À partir de ce jour, j'ai gardé des copies de chaque document essentiel sur moi en permanence. Appelez ça de la paranoïa. Appelez ça de l'autopréservation. Appelez ça l'instinct d'une enfant qui a appris tôt que les personnes censées la protéger étaient celles dont elle avait le plus besoin de protection. J'ai ouvert le dossier et j'en ai sorti 4 documents. Je les ai posés sur la table un par un comme un joueur de cartes posant des cartes.
Document 1, HD, brevet des États-Unis numéro 9,847,231, méthode computationnelle pour la modélisation d'interactions biochimiques multipathway, déposé en avril 2014. Inventeur et seul propriétaire, Lori Ellakirk. Le visage de ma mère a changé. Document 2, brevet des États-Unis numéro 10,112,67, algorithme prédictif pour le classement de l'efficacité des molécules candidates, déposé en septembre 2015. Inventeur et seul propriétaire, Lori Ellakirk. Mon père s'est penché en avant. Document 3, enregistrement de copyright pour le code source d'Helix Engine, version 1.0 à version 6.4, toutes les versions enregistrées auprès de l'United States Copyright Office. Toutes enregistrées au nom de Lori Ellakirk. Pas à Elixen Biotech, pas à Gideon Kirk, pas à Darinda Kirk. À moi. Le sourire narquois de Brent a disparu. Document 4, accord de licence de propriété intellectuelle, exécuté en janvier 2014 entre Lori Ellakirk et Elixen Biotech Incorporated. Cet accord accorde à Elixen une licence non exclusive et révocable pour utiliser la plateforme Helix Engine. Mot-clé, révocable. Il peut être résilié à tout moment par le concédant. Le concédant, c'est moi. La pièce était silencieuse. J'entendais le bourdonnement de la climatisation. J'entendais le léger tic-tac de la montre de Wendell à son poignet. J'entendais mon propre rythme cardiaque, régulier et fort, comme un tambour comptant à rebours vers quelque chose d'inévitable. Wendell Crane a regardé la femme aux cheveux gris. Elle lisait l'accord de licence avec une attention rapide et précise. Son visage, qui était resté professionnellement neutre toute la matinée, montrait maintenant les premiers signes d'une véritable alarme. Elle a levé les yeux vers Wendell et a fait le plus petit hochement de tête négatif. Monsieur et Madame Kirk, a dit Wendell lentement. Pouvez-vous expliquer cela? Mon père a ouvert la bouche. Aucun mot n'en est sorti. Ma mère s'est levée. Ces documents sont anciens. Ils sont obsolètes. L'entreprise est propriétaire de tout. Dis-lui, Gideon. Mon père a regardé les papiers sur la table. Il m'a regardé et j'ai vu la prise de conscience ramper sur son visage comme le givre se répand sur une fenêtre. Il n'avait jamais lu les documents de constitution. Il n'avait jamais examiné les cessions de propriété intellectuelle. Il était tellement occupé à jouer au président, tellement absorbé par le titre, les cartes de visite et les poignées de main qu'il n'avait jamais vérifié qui était réellement propriétaire de la chose qui rendait son entreprise d'une valeur de 3 milliards de dollars. Ce n'est pas possible, dit-il doucement. C'est exact, ai-je dit. J'ai les originaux. J'ai les certificats d'enregistrement. J'ai les reçus de dépôt. J'ai l'accord de licence avec votre signature dessus. Papa, vous l'avez signé en janvier 2014. Vous ne l'avez simplement pas lu. Les 45 minutes suivantes furent les plus surréalistes de ma vie. Wendell Crane s'est excusé et a emmené son équipe dans une salle de conférence adjacente. À travers la paroi vitrée, je les voyais en discussion intense et animée. La femme aux cheveux gris, que j'ai appris plus tard s'appelait Petra Olmsted, directrice juridique de Meridian Nexus, était au téléphone en quelques secondes. Deux des associés avaient leurs ordinateurs portables ouverts et tapaient frénétiquement. Wendell lui-même se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la ligne d'horizon de Cedar Falls, qui se composait principalement de silos à grains et de clochers d'église, comme si la vue pouvait lui offrir une sorte de réponse. Dans la salle de conférence l'atmosphère était toxique. Mon père faisait les 100 pas. Ma mère était assise les mains si fermement serrées que ses jointures étaient blanches. Brent regardait son téléphone, faisant défiler quelque chose comme si l'effondrement d'un accord de 3 milliards de dollars était une gêne à peu près comparable à un retard de livraison de pizza. Tu as planifié ça, me dit ma mère. Sa voix était basse et venimeuse. Tu as planifié ce sabotage pendant des années. Je n'ai rien planifié, ai-je dit. Je n'ai simplement pas donné ce qui était à moi. Il y a une différence. Cette technologie a été développée sur le temps de l'entreprise avec les ressources de l'entreprise, a dit mon père. N'importe quel avocat vous dira qu'elle appartient à l'entreprise. J'ai développé le code fondamental avant l'existence de l'entreprise, ai-je dit. Les brevets ont été déposés en mon nom avec la pleine connaissance de l'entreprise. L'accord de licence a été exécuté au moment de la Constitution. Votre propre avocat à l'époque, Monsieur Dale Prentice, a examiné les documents et les a approuvés. J'ai sa correspondance dans mes dossiers.
Mon père a cessé de faire les 100 pas. Dale Prentice a pris sa retraite il y a 6 ans. Oui, il l'a fait. Mais ses emails n'ont pas pris leur retraite avec lui. Ma mère s'est tournée vers mon père. Répare ça, Gideon. Appelle nos avocats. Appelle quelqu'un. Elle ne peut pas faire ça. Elle le peut, dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Nous nous sommes tous tournés. Wendell Crane se tenait à l'entrée de la salle de conférence. Derrière lui se trouvait Petra Olmsted, tenant une tablette et ayant l'air de quelqu'un à qui on avait demandé de désamorcer une bombe qui avait déjà commencé à tic-tac. Wendell est retourné à son siège et s'est assis. Il a croisé les mains sur la table et a regardé directement mes parents. Monsieur et Madame Kirk, a-t-il dit. Mon équipe a effectué un examen préliminaire. Les documents que votre fille a présentés semblent légitimes. Les brevets sont enregistrés auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis en son nom. Les enregistrements de droits d'auteur sont déposés auprès de l'Office du droit d'auteur. L'accord de licence que vous avez signé en 2014 est clair et sans ambiguïté. La propriété intellectuelle fondamentale d'Elixen Biotech, la plateforme Elix Engine, qui est la seule raison pour laquelle nous offrons 3 milliards de dollars pour cette entreprise, n'appartient pas à l'entreprise. Elle appartient à Lori Kirk. Ma mère a émis un son. Ce n'était pas un mot. C'était quelque chose entre un halètement et un gémissement. Ce que cela signifie, a continué Wendell, c'est que l'acquisition telle qu'elle est actuellement structurée ne peut pas se poursuivre. Nous n'allons pas payer 3 milliards de dollars pour une entreprise qui ne possède pas sa technologie de base. Ce serait comme acheter une concession automobile et découvrir qu'elle ne possède aucune des voitures. Il doit y avoir une erreur, a dit mon père. Sa voix avait perdu toute son autorité précédente. Il sonnait comme un homme à qui on venait de dire que sa maison était construite sur le terrain de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'erreur, a dit Petra Olmsted. Nous avons confirmé les enregistrements de brevets et de droits d'auteur de manière indépendante. L'accord de licence est de structure standard mais extraordinaire dans ses termes. Il accorde à l'entreprise une licence révocable et non exclusive. Le concédant, Mademoiselle Kirk, conserve la pleine propriété et peut résilier la licence à volonté. Ce qui signifie, a dit Wendell, que l'entreprise ne vaut essentiellement rien sans elle. Le silence a rempli la pièce. J'ai regardé mes parents assimiler cela. J'ai vu le visage de mon père passer par la colère, la confusion, l'incrédulité, puis quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant. La peur. J'ai vu la contenance de ma mère s'effondrer comme un mur de sable rencontrant la marée. J'ai vu Brent lever les yeux de son téléphone pour la première fois en 20 minutes. Son visage tordu par une panique soudaine et enfantine. Alors l'accord est annulé, a dit Brent. Nous n'avons pas l'argent. C'était une version si parfaitement distillée de ce qu'était mon frère. Cette phrase, pas qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise ou comment résolvons-nous cela ou même ça Valorie, juste nous n'avons pas l'argent. Wendell a regardé Brent pendant un long moment. Puis il m'a regardé et dans ce regard, j'ai vu quelque chose changer. J'ai vu un homme qui avait bâti une entreprise de 90 milliards de dollars en reconnaissant le talent et l'opportunité et qui venait de réaliser que le talent dans cette pièce ne se trouvait pas au bout de la table. L'accord est annulé tel qu'il est actuellement structuré, a dit Wendell. Cependant, j'aimerais avoir une conversation privée avec Mademoiselle Kirk si elle le souhaite. Absolument pas, a dit mon père. C'est mon entreprise. Toutes les négociations passent par moi. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Kirk, a dit Petra, la situation a changé matériellement. L'actif que nous acquérons, la technologie, appartient à votre fille. Toute voie à suivre nécessite sa participation et son consentement. Mon père m'a regardé pendant un bref instant brûlant. J'ai vu dans ses yeux quelque chose qui aurait pu être du regret ou du calcul. Avec mon père, je ne pouvais jamais faire la différence. Très bien, dit-il. Parlez-lui, mais nous restons dans cette pièce. Non, dit Wendell. Vous ne restez pas. L'expression sur le visage de mon père est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était l'expression d'un homme qui avait passé 13 ans à prétendre être aux commandes et à qui on venait de dire clairement et publiquement qu'il ne l'était pas. Il a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Il a regardé ma mère. Elle a regardé la table. Gideon, murmura-t-elle, sortons. La mâchoire de mon père s'est contractée. Il a poussé sa chaise en arrière, s'est levé et a marché vers la porte.
Au seuil, il s'est arrêté et s'est retourné vers moi. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-il dit. Après tout ce que nous avons sacrifié. Qu'avez-vous sacrifié, ai-je demandé. C'était une question sincère. Je voulais vraiment savoir. Il n'a pas répondu. Il est sorti. Ma mère a suivi. Brent les a suivis comme une ombre. La porte s'est fermée. J'étais seul avec Wendell Crane et son équipe. Petra Olmsted a tiré une chaise et s'est assise en face de moi. Les deux associés se sont positionnés de chaque côté. Wendell est resté au bout de la table, m'étudiant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Eh bien, dit-il, ça, c'était quelque chose. Je m'excuse pour le théâtre, ai-je dit. Je ne savais rien de tout cela il y a 40 minutes. Vous ne saviez pas que vos parents vendaient l'entreprise? Non. Il hocha lentement la tête. Et pourtant, vous aviez tous les documents essentiels dans un dossier dans votre sac. J'ai failli sourire. Je porte ce dossier depuis 10 ans. J'espérais ne jamais en avoir besoin. Wendell Crane n'était pas ce à quoi je m'attendais. Dans la presse, il était dépeint comme un homme d'affaires impitoyable, le genre de PDG qui acquérait des entreprises comme d'autres collectionnait des timbres, méthodiquement, sans relâche et sans sentiment. Mais assis en face de moi dans cette salle de conférence, avec son équipe qui prenait des notes et Petra Olmsted qui élaborait des scénarios juridiques sur sa tablette, Wendell était tout autre chose. Il était curieux. Il écoutait. Il posait des questions qui montraient qu'il comprenait réellement la technologie. Pas à mon niveau, mais à un niveau qui me disait qu'il avait fait plus que survoler un document d'information pendant le vol vers l'Iowa. Parlez-moi d'Helix Engine, dit-il. Pas la version marketing, pas le pitch investisseur. Dites-moi ce qu'il fait vraiment et ce qu'il pourrait faire si vous aviez des ressources illimitées. Alors je lui ai raconté. Je lui ai parlé de la percée de la simulation multicible sur laquelle Tanson et moi avions travaillé ce matin-là. Je lui ai parlé des applications potentielles en médecine personnalisée, où la plateforme pourrait modéliser les interactions médicamenteuses spécifiques au profil génétique d'un patient individuel. Je lui ai parlé du module de toxicologie prédictive que Declan avait développé, qui pouvait signaler les effets secondaires dangereux avant même qu'un médicament n'entre dans des essais sur l'homme. Je lui ai parlé de ma vision d'un écosystème de biologie computationnelle entièrement intégré qui pourrait réduire le temps entre la découverte d'un médicament et l'approbation de sa commercialisation de 12 ans à 3. Wendell a écouté tout cela sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il s'est penché en arrière sur sa chaise et a regardé Petra. « Quelles sont nos options ?» a-t-il demandé. Petra a esquissé 3 scénarios. Le premier était de se retirer complètement, d'annuler l'acquisition et de trouver une autre cible. Le second était de renégocier l'accord directement avec moi en tant que partie principale, puisque je contrôlais l'actif essentiel. Le troisième était de poursuivre un arrangement de licence distinct pour Helix Engine, indépendant d'Helixen Biotech. Il y a une quatrième option, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé. Vous acquérez la technologie directement auprès de moi, pas l'entreprise. La technologie. J'accorderai à Meridian Nexus une licence exclusive pour Helix Engine, ainsi que toutes les futures itérations, tous les brevets, et un accès complet à mon équipe de développement. En échange, vous me payez directement. Nous le structurons comme une combinaison de paiement initial et de redevances à long terme liées aux revenus générés par tout produit développé à l'aide de la plateforme. Petra a haussé un sourcil. Vous proposez que nous contournions entièrement Helixen Biotech. Je propose que vous acquériez ce que vous êtes réellement venu acheter, ai-je dit. Vous n'êtes pas venu à Cedar Falls pour le mobilier de bureau ou le nom de l'entreprise. Vous êtes venu pour Helix Engine. Je possède Helix Engine. Traitons directement. Wendell a souri. C'était un petit sourire contraint, le genre de sourire qu'un joueur d'échecs fait quand un adversaire fait un coup inattendu et brillant. Et vos parents, a-t-il demandé. Que arrive-t-il à Helixen sans la technologie? Helixen sans Helix Engine est une coquille vide, ai-je dit. Elle a des clients, mais ces clients sont là à cause de la plateforme. Sans la plateforme, les contrats se dissolvent. L'entreprise vaut ce que l'équipement de bureau et l'argent restant au bilan représentent, peut-être 2 ou 3 millions de dollars, peut-être moins. Vous comprenez ce que vous dites, a dit Wendell. Vous réduisez effectivement la valeur de l'entreprise de votre famille de 3 milliards de dollars à rien. Ils m'ont viré, ai-je dit. Ils ne m'ont pas consulté pour la vente. Ils prévoient de donner chaque centime à mon frère,
qui n'a jamais contribué une seule journée de travail significative à cette entreprise. Ils ont essayé de vendre ma propriété intellectuelle à mon insu ou sans mon consentement. Ils n'ont pas réduit ma valeur. Ils ont montré la leur. La pièce était silencieuse. Petra a regardé Wendell. Les associés ont cessé de taper. J'ai besoin de passer quelques appels, a dit Wendell. Pouvons-nous nous retrouver dans 2 heures? Bien sûr, ai-je dit. J'ai quitté la salle de conférence et traversé le couloir jusqu'à l'aile technologique. Tenson et Declan étaient à leur bureau. Ils ont tous deux levé les yeux quand je suis entré, et Tenson s'est immédiatement levé. Que s'est-il passé? A-t-elle demandé. Il y a des rumeurs qui circulent partout. Quelqu'un a dit qu'il y avait un acheteur dans le bâtiment. Quelqu'un d'autre a dit que ton père avait envoyé un email à toute l'entreprise indiquant que ton poste avait été supprimé. Je me suis assise sur ma chaise. J'ai regardé les 2 personnes qui avaient cru en mon travail depuis le tout début, qui avaient mis leur talent et leur temps dans une vision que je leur avais partagée autour d'une pizza froide dans un bureau loué au-dessus d'une quincaillerie. Mes parents ont vendu l'entreprise pour 3 milliards de dollars, ai-je dit. Ils m'ont viré. Ils ont tout donné à Brent. Le visage de Tenson s'est rigidifié de fureur. Declan a retiré ses écouteurs, ses yeux silencieux soudainement perçants. Ils ont oublié une chose, ai-je continué. Je possède le code. Je possède les brevets. Je possède les droits d'auteur. L'accord de licence est révocable. Je viens de le dire à l'acheteur. Tenson s'est lentement rassis. Tu me dis qu'ils ont essayé de vendre une entreprise construite sur une technologie qu'ils ne possèdent pas? C'est exactement ce que je te dis. Declan a parlé pour la première fois. Il parlait rarement dans des situations comme celle-ci. Quand il le faisait, cela signifiait quelque chose. Que vas-tu faire? A-t-il demandé. Je vais conclure un accord directement avec Meridian Nexus, ai-je dit, pour la technologie, pas l'entreprise, la technologie. Et je veux que vous soyez tous les 2 avec moi, non pas comme employés, mais comme partenaires. Tenson et Declan se sont regardés. Quelque chose a passé entre eux. Une conversation silencieuse construite sur des années de travail partagé et de confiance mutuelle. Nous sommes partants, a dit Tenson. Nous l'avons toujours été. J'ai passé les 2 heures suivantes dans mon bureau à préparer une proposition détaillée. J'ai décrit les termes de l'accord de licence. J'ai calculé les structures de redevance. J'ai identifié les employés qui viendraient avec moi et ceux qui resteraient avec la coquille d'Elixen. J'ai rédigé un plan organisationnel pour une nouvelle entité, une que je posséderais et contrôlerais, qui servirait de bras de développement et de licence pour toute la technologie Helix Engine. À 13h15, Wendell Crane m'a rappelé dans la salle de conférence. Cette fois, il n'y avait que lui, Petra et un associé. Il avait l'air énergisé. La curiosité prudente du matin avait été remplacée par quelque chose de plus direct, de plus décisif. J'ai parlé avec mon conseil, a-t-il dit. Nous voulons procéder, non pas avec l'acquisition originale, mais avec votre proposition. Meridian Nexus conclura un accord de licence exclusive avec vous pour la plateforme Helix Engine. Voici nos conditions. Petra a glissé une feuille de papier sur la table. Je l'ai lu attentivement. Les chiffres étaient stupéfiants. Un paiement initial de 1,2 milliard de dollars. Des redevances annuelles de 8% sur tous les revenus générés par les produits développés à l'aide d'Helix Engine, un budget de développement de 200 millions de dollars par an, entièrement financé par Meridian Nexus sous mon contrôle opérationnel. Et un siège au conseil d'administration de Meridian Nexus Technologies pour moi, Laurie Kirk. La nouvelle s'est répandue dans le bâtiment comme un feu dans l'herbe sèche. À 15h cet après-midi-là, tout le monde chez Elixen savait que l'acquisition initiale avait échoué et que j'avais conclu un accord séparé avec Meridian Nexus. Les réactions se sont divisées selon une ligne parfaitement prévisible. Les ingénieurs, les scientifiques, les développeurs, les personnes qui avaient réellement construit et maintenu Helix Engine étaient prudemment optimistes. Beaucoup d'entre eux avaient travaillé sous ma direction pendant des années et comprenaient que la technologie m'appartenait. Ils comprenaient également, sans que personne n'ait besoin de le dire, que mes parents avaient été, au mieux, des figures décoratives et, au pire, des obstacles actifs. Le personnel administratif, les personnes que mes parents avaient embauchées au fil des ans pour gérer le côté commercial, étaient paniqués. Beaucoup d'entre eux devaient leur poste au patronage de ma mère. Dorinda avait rempli l'entreprise d'amis,
de parents d'amis et de membres de son groupe paroissial. La directrice des ressources humaines était sa cousine. La responsable de bureau était une femme avec qui elle jouait au bridge le mardi. Le directeur marketing était l'épouse d'un des amis de mon père du Elks Lodge. Aucune de ces personnes n'avait d'expérience pertinente en biotechnologie. Elles avaient des emplois parce que ma mère leur en avait donné, et maintenant ces emplois étaient sur le point de disparaître. Je n'en tirais aucun plaisir. Je ne suis pas une personne cruelle. Mais je ne me sentais pas non plus responsable des conséquences de décisions que je n'avais pas prises. Mes parents avaient bâti un réseau de patronage au sein de mon entreprise, et ce réseau n'avait aucune fondation sans la technologie que j'avais créée. C'était leur problème, pas le mien. À 16h30, mon père apparut à la porte de mon bureau. Il était seul. La veste de costume avait disparu. Sa cravate était desserrée. Il semblait avoir 10 ans de plus que ce matin-là. Nous devons parler, dit-il. Asseyez-vous, ai-je dit. Il s'assit sur la chaise en face de mon bureau, le même bureau où j'avais travaillé 18 heures par jour pendant plus d'une décennie. Le même bureau où j'avais résolu des problèmes que certains des esprits les plus brillants de la recherche pharmaceutique n'avaient pas réussi à résoudre. Mon père ne s'était jamais assis dans cette chaise auparavant. Il n'avait jamais visité mon bureau volontairement. Il ne venait au 4e étage que pour les réunions prévues et même alors, il envoyait généralement quelqu'un me chercher pour que je vienne à lui. « Je sais que tu es en colère », commença-t-il. « Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'étais en colère il y a 10 ans quand maman a dépensé l'argent de l'entreprise pour un camion pour Brent. J'étais en colère il y a 7 ans quand vous avez promu Brent vice-président même s'il ne pouvait nommer aucun des produits que nous fabriquons. J'étais en colère il y a 3 ans quand vous vous êtes octroyé un bonus de 2 millions de dollars alors que mon équipe travaillait 60 heures par semaine pour livrer le contrat Vidian. Aujourd'hui, je ne suis pas en colère. Aujourd'hui, je suis lucide. Mon père se frotta le visage des deux mains. Ta mère et moi, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour la famille. Vous avez fait ce qui était le mieux pour Brent, ai-je dit. Cela a toujours été la même chose pour vous. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Nommez une seule fois où vous m'avez choisi plutôt que lui. Une seule fois en 41 ans. Il était silencieux. Vous ne pouvez pas, ai-je dit, parce que cela n'est jamais arrivé. J'étais la bête de somme. J'étais celle que vous appeliez quand vous étiez sur le point de perdre la maison. J'étais celle qui a tout laissé tomber et est rentrée pour vous sauver. Et au moment où l'entreprise a eu de la valeur, au moment où il y avait de l'argent réel sur la table, votre premier instinct a été de me virer et de tout donner à l'enfant qui n'a jamais rien fait pour le mériter. Brent, il a ses propres forces. Quelles forces? Nommez-les. Qu'est-ce que Brent a apporté à cette entreprise? Qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Un autre silence. Plus long cette fois-ci. Je suis venu ici pour te demander de reconsidérer, dit mon père doucement. Si tu t'en vas avec la technologie, l'entreprise ne vaut plus rien. Ta mère et moi n'aurons plus rien. Vous aurez la coquille de l'entreprise, ai-je dit, le bail de l'immeuble de bureau, le mobilier, la liste de clients, bien que les clients partiront une fois qu'ils apprendront que la plateforme a disparu. Vous aurez l'argent qui se trouve sur les comptes d'exploitation et vous aurez l'un l'autre, ce qui, apparemment, est ce qui compte le plus pour vous. Laurie, s'il te plaît. J'ai regardé mon père. J'ai regardé l'homme qui ne m'avait jamais dit qu'il était fier de moi. Qui n'avait jamais assisté à une seule conférence où j'avais présenté des recherches révolutionnaires, qui ne m'avait jamais demandé comment j'allais, comment je dormais, si j'étais heureuse. Qui avait pris le travail de ma vie, y avait apposé son nom et avait essayé de le vendre derrière mon dos sans même la courtoisie d'une conversation. L'accord avec Meridian Nexus est conclu, ai-je dit. Je signe demain. Je transférerai la plateforme Helix Engine à une nouvelle entreprise qui m'appartient. Tous les employés occupant des rôles techniques se verront offrir des postes. Tous les autres sont de la responsabilité d'Helixen, qui est votre entreprise maintenant, entièrement la vôtre. Tout comme vous l'avez toujours dit. Mon père s'est levé. Il a marché jusqu'à la porte. Il a marqué une pause, la main sur l'encadrement. Ta mère est dévastée, dit-il. Elle n'était pas dévastée quand elle m'a viré ce matin, ai-je répondu. Elle a ri. Il a tressailli. Il n'a pas nié. Il est sorti et a refermé la porte derrière lui. Ce soir-là, je suis resté assise dans le parking pendant 30 minutes avant de démarrer ma voiture.
Je n'étais pas triste. Je n'étais pas triomphante. J'étais quelque chose entre les deux. Quelque chose de compliqué, de lourd et de nouveau. J'étais une personne qui venait de tracer une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Et je portais le poids de ce choix dans le silence d'un parking vide à Cedar Falls, Iowa. À 19h43, le plus long jour de ma vie, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de mon frère. Tu fais une énorme erreur. Maman et papa t'ont tout donné. Tu vas le regretter. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. J'ai démarré la voiture. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner. J'ai mangé seul, comme j'avais mangé seul la majeure partie de ma vie d'adulte. Puis je me suis assise à ma table de cuisine avec un verre d'eau et j'ai commencé à planifier le reste de ma vie avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le lendemain matin, 15 mars, je suis entré dans les bureaux de l'équipe juridique de Wendell Crane à l'hôtel Hilton, au centre-ville de Cedar Falls. L'hôtel avait converti une suite de conférences en une salle de guerre temporaire avec des ordinateurs portables, des imprimantes et des piles de documents juridiques couvrant chaque surface. Petra Olmsted était là. Les 2 associés étaient là. Une avocate locale que j'avais retenue, une femme nommée Constance Amida, était là pour moi, et Wendell Crane était là, buvant du café dans une tasse en carton et ressemblant à un homme qui avait bien dormi et était prêt à conclure une affaire. La signature a duré 3 heures. Chaque document a été examiné ligne par ligne. Chaque clause a été discutée. Constance, qui était l'une des avocates les plus perspicaces de l'État et qui était spécialisée dans le droit de la propriété intellectuelle, a examiné chaque disposition avec une minutie méticuleuse. À midi, c'était fait. Moi, Laurie et la Kirk, j'avais accordé à Meridian Nexus Technologies une licence exclusive pour la plateforme Helix Engine en échange d'un paiement initial de 1,2 milliard de dollars, de redevances continues, d'un budget de développement annuel de 200 millions de dollars et d'un siège au conseil d'administration. La nouvelle entité que j'avais formée, appelée Helix Meridian Lab, servirait de bras de développement technologique. J'en étais l'unique propriétaire et PDG. Tanson était la directrice scientifique. Declan était le directeur de la technologie. Nous amenions 23 ingénieurs et scientifiques d'Helixen avec nous. Quand la dernière page a été signée, Wendell Crane s'est levé et m'a tendu la main. « Bienvenue chez Meridian Nexus », a-t-il dit. J'ai serré sa main. Merci d'avoir vu ce que mes parents ont refusé de voir. Il a tenu ma main un instant de plus que nécessaire et a dit, « Je fais cela depuis 25 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une situation comme celle-là avec autant de calme et d'intelligence que vous hier. Vos parents ne vous ont pas seulement sous-estimé. Ils ne vous ont jamais comprise du tout. Les retombées furent immédiates et dévastatrices, mais pas pour moi. Dans les 72 heures suivant mon départ, 4 des 5 plus grands clients d'Helixen Biotech avaient demandé des réunions avec mes parents. Il ne s'agissait pas d'appels de courtoisie. C'étaient des entretiens de départ. Ridley Pharmaceuticals, notre tout premier client, l'entreprise qui avait pris un risque avec nous en 2016, fut la première à partir. Le docteur Arlon Foss, le même directeur scientifique qui s'était levé dans cette salle de conférence de Boston et avait demandé « À quelle vitesse pouvons-nous commencer ?» a appelé mon père personnellement et lui a dit que sans Helix Engine et sans moi, il n'y avait aucune raison de maintenir la relation. Le contrat a été résilié avec un préavis de 30 jours. Vidian Biogroup a suivi dans la semaine. Puis Car Thérapeutique, puis Pinacle Biomoléculaire. Un par un, les clients qui avaient fait d'Helixen une entreprise de 40 millions de dollars par an ont quitté la porte, emportant avec eux leur contrat de recherche et leur argent. Fin avril 2027, Helixen Biotech avait perdu 92% de ses revenus récurrents. L'entreprise que mes parents avaient essayé de vendre pour 3 milliards de dollars luttait maintenant pour payer les salaires. Ma mère m'a appelé 17 fois au cours des 2 premières semaines. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux allant de suppliant à accusateur en passant par carrément menaçant. Dans un message, elle m'a dit que je détruisais la famille. Dans un autre, elle a dit qu'elle avait toujours su que j'étais jalouse de Brent. Dans un troisième, elle a pleuré si fort que je pouvais à peine comprendre ses mots. Mais l'essentiel était que mon père ne dormait pas, qu'il avait des douleurs thoraciques et que je devais rentrer à la maison pour arranger ça. Je n'ai pas répondu. Non pas que je ne me souciais pas de la santé de mon père. Je m'en souciais malgré tout. Mais j'avais passé 41 ans à répondre à chaque crise, chaque demande,
chaque tentative de culpabilisation de cette famille. Et à chaque fois, le schéma était le même. Ils avaient besoin de moi quand les choses s'effondraient. Et ils me rejetaient dès que les choses étaient stables. J'étais le service d'urgence, pas un membre de la famille. J'ai refusé de jouer ce rôle plus longtemps. Brent, étonnamment, fut celui qui se présenta à mon appartement. Il vint un mardi soir, environ 3 semaines après l'affaire. Il frappa à ma porte et quand j'ouvris, je fus choqué par son apparence. Il était pâle. Il ne s'était pas rasé. Ses yeux étaient cernés de rouge. Pour la première fois de sa vie, il ressemblait à quelqu'un qui comprenait que le filet de sécurité sur lequel il rebondissait depuis sa naissance venait d'être retiré. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Je me suis écarté. Il s'est assis sur mon canapé et a regardé le sol. « Je ne savais pas qu'ils allaient te virer, dit-il. Pas avant ce matin-là. Papa m'avait dit la veille que l'affaire allait se faire et que je gérerais le trust familial. Mais je ne savais pas qu'ils te coupaient complètement. Je pensais que tu aurais une part. Aurais-tu dit quelque chose si tu avais su, ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement. Puis il a dit, je ne sais pas. Probablement pas, et je me déteste pour ça. C'était la chose la plus honnête que mon frère m'ait jamais dite. Nous sommes restés silencieux un moment. Je n'ai jamais compris ce que tu faisais, a dit Brent. Pas vraiment. Je savais que tu étais intelligente. Je savais que l'entreprise existait grâce à toi. Mais je n'ai jamais eu à y faire face parce que maman et papa ne m'ont jamais obligé à y faire face. Ils m'ont toujours dit que j'étais spécial, que je méritais des choses, que le monde me devait quelque chose parce que j'étais leur fils, et je les ai crus. Tu les as crus parce que c'était facile de croire. C'était facile parce qu'ils l'ont rendu facile, ai-je dit. Oui. Il se frotta les yeux. Papa parle de te poursuivre en justice. Maman appelle des avocats. Ils pensent pouvoir prouver que la propriété intellectuelle devrait appartenir à l'entreprise parce que tu l'as développée sur le temps de l'entreprise. Ils peuvent essayer, ai-je dit. Les brevets sont antérieurs à l'entreprise. Les enregistrements de droits d'auteur sont à mon nom. L'accord de licence est clair. N'importe quel avocat qui se respecte leur dira qu'ils n'ont aucune affaire. Je leur ai dit ça, a dit Brent. L'avocat qu'ils ont consulté la semaine dernière a dit la même chose. Maman a viré l'avocat. J'ai failli rire. Presque. Que vas-tu faire, lui ai-je demandé. Je ne sais pas. Je n'ai aucune compétence. Je n'ai pas d'éducation. J'ai un titre de poste qui ne signifie rien dans une entreprise qui est sur le point de couler. J'ai 34 ans et je n'ai jamais vraiment travaillé un seul jour de ma vie. Ce n'est pas entièrement de ta faute, ai-je dit. Tu as été élevé pour croire que tu n'avais pas à le faire. Mais je suis un adulte. J'aurais dû comprendre. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Il m'a regardé. Vas-tu m'aider? Pas comme tu l'espères, ai-je dit. Je ne vais pas te donner d'argent. Je ne vais pas te donner un emploi. Mais si tu décides que tu veux réellement construire quelque chose, apprendre quelque chose, devenir quelqu'un d'autre que l'enfant doré de Gideon et d'Orinda Kirk, alors je serai là. Je répondrai au téléphone. Je te donnerai des conseils, mais tu devras faire le travail. Il a hoché la tête lentement. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la porte. Puis il s'est retourné et a dit quelque chose qui m'a stupéfaite. Je suis désolé, Laurie, pour tout ça. Pour chaque année où j'ai pris ce qui aurait dû être à toi et n'ai jamais dit merci. Je suis désolé. Il est parti. Je suis resté dans mon appartement et j'ai fixé la porte fermée pendant longtemps. Ce n'était pas le pardon à ce moment-là. Ce n'était pas la réconciliation, mais c'était la première fois de ma vie que mon frère m'avait vu, vraiment vu, et cela avait ouvert quelque chose dans ma poitrine que je n'avais même pas su être scellé. Mes parents ont intenté un procès en juin 2027. Ils ont affirmé que la propriété intellectuelle d'Helix Engine avait été développée en utilisant les ressources de l'entreprise et devait donc être classée comme une œuvre réalisée pour le compte de l'entreprise en vertu des contrats de travail de l'entreprise. C'était un argument désespéré et fragile, et leur propre avocat, un homme nommé Curtis Langorn, qu'ils avaient embauché après avoir licencié le premier, semblait le savoir. L'affaire fut assignée à un juge fédéral à Des Moines. Constance Almida, mon avocate, fut magnifique.
Elle déposa une requête en rejet de 47 pages d'une précision chirurgicale. Elle démontra que le code fondamental était antérieur à l'entreprise de 2 ans. Elle présenta les dépôts de brevets et de droits d'auteur avec leurs horodatage. Elle soumit l'accord de licence avec la signature de mon père. Elle inclut des correspondances électroniques de 2014 dans lesquelles mon père reconnaissait explicitement que la technologie m'appartenait et que l'entreprise l'exploitait sous licence. Cet email, que mon père avait apparemment oublié avoir écrit, fut le coup de grâce. Le juge accorda la motion de rejet en septembre 2027. L'affaire fut classée sans suite. Mes parents furent condamnés à payer mes frais juridiques, qui s'élevaient à 340 000 $. Les années qui ont suivi le procès ont été les plus productives et les plus épanouissantes de ma carrière. Helix Meridian Lab, l'entreprise que j'ai bâtie sur les cendres d'Helixen, est devenue quelque chose que j'avais toujours rêvé qu'elle puisse être, mais que je n'avais jamais pu pleinement réaliser dans l'ombre de mes parents. Avec le budget annuel de développement de 200 millions de $ de Meridian Nexus, j'ai embauché les meilleurs biologistes computationnels, ingénieurs logiciels et scientifiques de données au monde. Nous avons ouvert un campus de recherche en dehors de Boston, une magnifique installation avec des laboratoires à la pointe de la technologie, des plans ouverts pour le travail collaboratif et une cafétéria qui servait de la vraie bonne nourriture. Car j'avais passé trop d'années à manger des pizzas froides et des collations de distributeurs automatiques pour infliger cela à quiconque. Nous avons également maintenu un bureau satellite plus petit à Cedar Falls, en partie pour des raisons pratiques et en partie parce que je voulais que la ville où tout a commencé partage ce que la technologie était devenue. Helix Engine version 8.0, lancée début 2028, fut la percée que je poursuivais depuis des années. La capacité de simulation multicible que Tanson et moi avions résolue le matin du 14 mars était entièrement intégrée, raffinée et validée par rapport à des données cliniques réelles. La plateforme pouvait désormais modéliser comment un candidat médicament interagirait avec jusqu'à 12 cibles biologiques simultanément, prédisant non seulement l'efficacité, mais aussi les effets secondaires. Les voies métaboliques et les réponses spécifiques aux patients basées sur des marqueurs génétiques. 2 grandes entreprises pharmaceutiques ont utilisé la plateforme pour identifier des candidats prometteurs pour des traitements de maladies neurodégénératives qui avaient échappé aux chercheurs pendant des décennies. L'un de ces candidats est entré en essai clinique de phase 2 dans les 18 mois suivant sa découverte, un calendrier auparavant inédit. Les redevances de Meridian Nexus ont commencé à affluer en volume substantiel en 2029. Au cours de la première année complète, la plateforme Helix Engine a généré 1,8 milliard de $ de revenus de licence à travers Meridian Nexus et ses partenaires. Mais 8% de redevances se sont élevées à 44 millions de $ pour cette seule année. Combiné au paiement initial de 1,2 milliard de $, ma fortune personnelle avait atteint un niveau que j'avais encore parfois du mal à comprendre. Mais l'argent n'a jamais été le but. Le but était le travail. Le but était de voir Tanson présenter ses recherches à la conférence internationale sur la biologie computationnelle à Zurich et recevoir une ovation debout. Le but était de voir Declan, le discret décrocheur de l'Iowa State qui avait appris l'apprentissage automatique dans sa chambre d'enfant, devenir l'un des architectes logiciels les plus respectés de l'industrie biotechnologique. Le but était de savoir que quelque part dans un laboratoire à Tokyo ou Londres ou Sao Paulo, un chercheur utilisait ma plateforme pour trouver un remède à une maladie qui avait volé des vies pendant des générations. En 2029, j'ai été nommé sur la liste Forbes des 100 femmes les plus puissantes en affaires. Le magazine Time m'a consacré un portrait intitulé « La femme qui a réécrit la découverte de médicaments ». J'ai été invité à parler à Davos. J'ai reçu des doctorats honorifiques de 3 universités. La docteure Priya Anand, ma directrice de thèse du MIT, m'a envoyé un email après l'article du Time disant simplement « Je l'ai toujours su. Je suis si fier de vous. » J'ai imprimé cet email et l'ai encadré. Il est accroché dans mon bureau à ce jour. C'est ce qui se rapproche le plus d'une expression parentale de fierté que j'ai jamais reçue. Et cela ne venait même pas d'un parent. Mes parents, quant à eux, faisaient face à une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Helix et Biotech ont traîné les pieds jusqu'en 2027 et au début de 2028. Mais sans Helix Engine, il n'y avait rien à vendre. Les clients restants sont tous partis. Les employés qui n'étaient pas venus avec moi ont été progressivement licenciés. Le réseau d'amis et de parents de ma mère a perdu leurs emplois un par un. Le bail de l'immeuble de bureau est devenu trop cher. Ils ont déménagé dans une petite suite de bureaux dans un centre commercial. Puis ils l'ont aussi fermé. Au milieu de 2028, Helixen Biotech a été officiellement dissoute. Mon père a rempli les papiers lui-même.
Ma mère a dit aux gens de son église qu'ils avaient décidé de prendre leur retraite, ce qui était une interprétation créative de ce qui s'était réellement passé, mais je ne lui en voulais pas de vouloir sauver les apparences. La maison sur Tmont Street était toujours la leur. Ils avaient encore quelques économies, bien qu'une grande partie ait été dépensée dans le procès raté et le style de vie extravagant qu'ils menaient avec l'argent de l'entreprise. Ils n'étaient pas démunis. Ils étaient diminués. J'ai appris par des connaissances que la santé de mon père avait décliné. Les douleurs thoraciques que ma mère avait mentionnées dans ses messages vocaux se sont avérées être des problèmes cardiaques liés au stress. Il a été mis sous médicaments. Il a cessé d'aller au Elks Lodge. Il a cessé de dire aux gens qu'il avait fondé une entreprise de biotechnologie. Il est devenu, selon tous les récits, très silencieux. Brent, à ma grande surprise, a commencé à changer. Après cette soirée chez moi, il s'est inscrit au collège communautaire pour la 3e fois. Mais cette fois, il a réellement assisté aux cours. Il a obtenu un diplôme d'associé en administration des affaires. En 2029, il a trouvé un emploi dans une petite entreprise de logistique à Des Moines. C'était un travail de niveau débutant, répondre au téléphone et traiter les commandes d'expédition. Et cela payait $38 000 par an. Mais il l'a gagné. Il s'est présenté. Il a fait le travail. Il m'appelait toutes les quelques semaines pour me raconter quelque chose qu'il avait appris ou un défi auquel il avait été confronté. Et j'ai écouté et je lui ai donné des conseils. Et j'ai vu mon frère, lentement, douloureusement, magnifiquement, devenir une personne plutôt qu'une projection des désirs de nos parents. En septembre 2029, Brent m'a appelé et m'a dit qu'il avait été promu chef d'équipe. Sa voix au téléphone était différente de tout ce que j'avais jamais entendu. Elle était plus légère. Elle était stable. C'était la voix de quelqu'un qui avait découvert, peut-être pour la première fois, que le sentiment de gagner quelque chose est fondamentalement différent du sentiment de le recevoir. Je comprends maintenant, dit-il, ce que tu as traversé, pourquoi tu étais comme tu étais. Tu as dû te battre pour chaque chose et personne ne t'a jamais donné de crédit. Je suis désolé d'avoir fait partie de ça. Tu construis quelque chose maintenant, ai-je dit, c'est ça qui compte. Mes parents m'ont contacté début 2030. Ce n'était pas par un appel téléphonique ou une visite. C'était par une lettre physique, manuscrite sur du papier blanc uni, livrée à mon bureau à Boston par courrier ordinaire. Elle était écrite par ma mère. La lettre faisait 3 pages. Elle n'était pas élégante. Elle n'était pas poétique. Elle était brute et maladroite et pleine de mots barrés et de phrases qui commençaient, s'arrêtaient et recommençaient. Ma mère a écrit qu'elle savait qu'elle m'avait déçu. Elle a écrit que le favoritisme envers Brent était quelque chose dont elle avait toujours été consciente mais qu'elle n'avait jamais voulu examiner. Elle a écrit qu'elle avait grandi dans une famille où les fils étaient valorisés et les filles devaient servir, et qu'elle avait perpétué ce schéma dans sa propre famille sans le remettre en question. Elle a écrit que la perte de l'entreprise et de l'argent les avait, elle et mon père, forcés à affronter des choses qu'ils avaient passé des décennies à éviter. Elle a écrit qu'elle ne demandait pas le pardon parce qu'elle ne pensait pas l'avoir mérité. Elle demandait la chance d'essayer. J'ai lu cette lettre 4 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu pendant 3 mois. Je n'étais pas cruelle. J'étais prudente. J'avais passé ma vie à courir vers des gens qui continuaient à me repousser. Et je n'allais pas le refaire tant que je ne serais pas sûr que cette fois-ci était différente. J'ai finalement appelé ma mère un dimanche après-midi d'avril 2030. J'étais assise sur le porche arrière d'une maison que j'avais achetée à Brookline, Massachusetts, une coloniale tranquille avec un jardin que j'entretenais avec la même dévotion que ma mère avait autrefois pour le sien. L'ironie de cela ne m'a pas échappé. Elle a décroché à la première sonnerie. Laurie. Sa voix était hésitante, fragile. Elle sonnait comme la voix de quelqu'un qui avait attendu au téléphone pendant 3 mois. J'ai reçu ta lettre, ai-je dit. Il y a eu un long silence. Je pouvais l'entendre respirer. J'entendais le léger son d'une télévision en arrière-plan. Probablement mon père qui regardait quelque chose dans l'autre pièce. Merci de l'avoir lu, dit-elle. Je veux te croire, ai-je dit. Mais je dois te faire comprendre quelque chose. Je ne reviens pas à la façon dont les choses étaient. Je ne serai plus jamais la personne qui laisse tout tomber et rentre à la maison pour résoudre vos problèmes. Je ne ferai plus jamais semblant que ce qui s'est passé dans cette salle de conférence était acceptable.
Je n'agirai plus jamais comme si les 41 premières années de ma vie n'avaient pas eu lieu. Je sais, dit-elle. Je sais tout cela. Si nous reconstruisons cela, ce sera lent. Ce sera selon mes conditions et il y aura des limites que toi et papa devrez respecter. Tout ce dont vous avez besoin, dit-elle, quoi qu'il en coûte. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Ce ne fut pas une conversation chaleureuse. Ce ne fut pas une scène de retrouvailles de film. C'étaient deux femmes, mère et fille, essayant de trouver un langage qu'elles n'avaient jamais partagé, une manière de se parler qui était honnête au lieu d'être performative. Ma mère m'a dit que mon père était en thérapie. Elle m'a dit qu'elle avait aussi commencé à voir un conseiller. Elle m'a dit qu'ils avaient tous deux lu sur les dynamiques familiales narcissiques et qu'une partie de ce qu'ils avaient lu avait été douloureux à reconnaître chez eux. Elle m'a dit qu'ils avaient vendu la maison de Tmont Street et déménagé dans un endroit plus petit. Elle m'a dit qu'ils vivaient modestement de leurs économies et de la sécurité sociale de mon père. Je n'ai pas offert d'argent. Elle n'a pas demandé. Cela, plus que tout, m'a dit que quelque chose avait peut-être réellement changé. Au cours de l'année suivante, j'ai vu mes parents 4 fois. Chaque visite était brève, chacune légèrement moins gênante que la précédente. Mon père, qui n'avait jamais pu me dire qu'il était fier de moi, s'est assis en face de moi dans un restaurant de Des Moines à l'automne 2030 et a dit « J'ai gaspillé des décennies à ne pas voir ce qui était juste devant moi. Tu es la personne la plus remarquable que j'ai jamais connue et j'ai passé toute ta vie à te traiter comme si tu n'avais pas d'importance. J'en ai honte. » Je n'ai pas pleuré, mais j'en avais envie. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai voulu me laisser ressentir tout le poids de ce que j'avais porté. Les années d'invisibilité, les années à travailler jusqu'à l'épuisement pour des gens qui ne le reconnaissaient pas, les années à regarder mon frère recevoir l'amour que j'avais gagné 10 fois. J'ai voulu pleurer, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais appris quelque chose d'important dans les années qui ont suivi cette salle de conférence. J'avais appris que la validation des personnes qui vous ont blessé est significative, mais elle n'est pas nécessaire. Je m'étais déjà validé moi-même. J'avais déjà prouvé ma valeur. Les mots de mon père étaient les bienvenus. Ils étaient guérisseurs. Mais ils n'étaient pas le fondement de mon estime de soi. J'avais bâti cette fondation moi-même. Une ligne de code à la fois, une nuit blanche à la fois, une limite à la fois. En 2031, Helix Meridian Lab comptait plus de 300 employés. Nous avions des partenariats de recherche avec des universités sur tous les continents. La plateforme Helix Engine avait contribué au développement de 4 médicaments qui étaient en phase avancée d'essais cliniques, y compris un traitement révolutionnaire pour la démence à début précoce qui montrait une réduction de 40% du déclin cognitif. Mes redevances de Meridian Nexus ont continué de croître. Ma valeur nette, selon Forbes, était d'environ 2,3 milliards de dollars. J'avais fait don de plus de 100 millions de dollars à des bourses pour les femmes en sciences computationnelles, à des institutions de recherche sous-financées et à une fondation que j'avais créée au nom du Dr Priya Anand pour soutenir les étudiants diplômés de première génération dans les domaines des STEM. Tanson a épousé de Clan à l'été 2031 lors d'une cérémonie à laquelle j'ai assisté en tant que demoiselle d'honneur. Le mariage a eu lieu dans un jardin de Cap Cod. Et quand l'officiant a demandé si quelqu'un avait quelque chose à dire, je me suis levé et j'ai dit aux invités que ces 2 personnes avaient été les premières à croire en moi, les premières à rester, et les premières à prouver que la loyauté ne nécessite pas un lien de sang. Je leur ai dit que la famille n'est pas définie par l'ADN. La famille est définie par qui se présente quand tout s'effondre et qui reste quand il n'y a rien à gagner. Brent a continué de grandir. En 2032, il avait gravi les échelons pour devenir responsable des opérations régionales chez l'entreprise de logistique. Il était fiancé à une femme nommée Iris, une infirmière qu'il avait rencontrée lors d'un événement communautaire. Il m'a appelé pour m'annoncer ses fiançailles, et il m'a demandé si je viendrais au mariage. J'ai dit que oui. Quand je suis arrivé à la petite cérémonie à Des Moines, mes parents étaient là. Mon père était plus mince que dans mon souvenir. Ma mère était plus grise, mais ils étaient là. Et quand ils m'ont vu, quelque chose a traversé leurs 2 visages que je ne peux décrire que comme de la gratitude. Pas l'ancienne sorte. Pas la sorte qui signifiait « merci de nous avoir rendu service » mais une nouvelle sorte. La sorte qui signifiait « merci de nous avoir donné une autre chance que nous ne méritions pas ». J'ai porté un toast au mariage de Brent. J'ai fait court. J'ai dit, mon frère et moi avons grandi dans la même maison, mais avons vécu dans des mondes différents. Pendant la majeure partie de nos vies, nous ne nous sommes pas connus.
Mais j'ai vu Brent se construire de fond en comble au cours des 5 dernières années. Et je veux qu'il sache que je le vois maintenant comme j'ai toujours souhaité que nos parents me voient. Je vois quelqu'un qui a choisi de changer. Je vois quelqu'un qui a gagné ce qu'il a. Et je suis fier de lui. Brent a pleuré. Ma mère a pleuré. Mon père a mis sa main sur ses yeux et est resté très immobile. Ce fut le moment le plus honnête que notre famille ait jamais partagé. J'ai 41 ans. Je dirige une entreprise qui change l'avenir de la médecine. J'ai une relation avec ma famille qui est imparfaite, fragile et constamment en construction, mais elle est réelle d'une manière qu'elle n'a jamais été auparavant. J'ai des amis qui sont plus des frères et sœurs pour moi que mon propre frère et sœur ne l'a été pendant la majeure partie de ma vie. J'ai un travail qui compte. J'ai une maison qui est la mienne. J'ai une vie que j'ai construite de mes propres mains, avec mon propre esprit, selon mes propres termes. Si vous regardez ceci et que vous êtes celui de votre famille qui donne tout et ne reçoit rien en retour, je veux que vous m'entendiez. Votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui refusent de la voir. Votre valeur n'est pas mesurée par l'amour que vous ne recevez pas. Vous n'avez pas à vous immoler pour réchauffer les autres. Le code de votre vie, cette chose unique, brillante, irremplaçable que vous seul pouvez créer, vous appartient. Ne laissez personne le vendre derrière votre dos. Ne laissez personne vous convaincre que ce que vous avez construit est à eux. Protégez ce qui est à vous. Fixez vos limites. Et si les gens qui sont censés vous aimer choisissent de ne pas le faire, alors construisez une famille avec les gens qui le font. C'est mon histoire. C'est ainsi que mes parents ont vendu une entreprise de 3 milliards de dollars et ont oublié que je possédais la chose qui la rendait d'une valeur de 3 milliards de dollars. C'est ainsi que j'ai perdu ma famille et me suis trouvé. Et c'est ainsi que j'ai appris que la propriété intellectuelle la plus importante que vous posséderez jamais est votre propre estime de soi.